Ce sont les rendez-vous philosophiques d'Orléans, qui correspond à une série de conférences sur le thème de l'étranger cette année. Ce matin commence le cycle un peu plus resserré des conférences, puisqu'il va y en avoir un certain nombre aujourd'hui, et ensuite lundi, mardi, mercredi et jeudi dans les différents lycées de l'agglomération. Donc, je voudrais remercier évidemment la médiathèque d'Orléans de nous avoir invités, la mairie d'Orléans, la région, l'ensemble des lycées aussi qui ont participé à l'élaboration du projet, Isabelle Crière qui est à l'origine de ce projet qui n'est pas là ce matin, pour des raisons de santé. Voilà, donc ce matin on va parler du thème de la barbarie, et c'est Fulcran Tesserin qui s'y présente, professeur de philosophie en Cagne, qui va lancer le début de la journée. Merci Jean-Marc. Bon, ben, merci beaucoup à Jean-Marc, à Laurence et puis Isabelle qui n'est pas là de m'avoir invité pour vous parler des barbares en Grèce antique et de l'usage qu'il convient d'en faire. Alors, la justice chez les Grecs, c'est une vertu essentiellement politique. Je parle des Grecs et du IVe siècle, avant Jésus-Christ. Même quand elle détermine les relations entre les parties de l'âme, comme c'est le cas pour Platon, elle est conçue sur le modèle des rapports entre les parties de la cité. Aristote en fait quant à lui une disposition par laquelle l'être humain règle sa conduite à l'égard d'autrui, en tant que cet autrui est membre de la même communauté que celle à laquelle l'individu concerné appartient. Bien qu'il y ait une justice corrective relative aux contrats et aux infractions dans le cadre du code pénal, dont l'application concerne les métèques et même les esclaves, il s'agit avant tout, dans tous les cas, de règles s'appliquant à des individus qui sont présents dans la cité. Il n'est pas question sous le vocable de justice, de rapport entre les cités, les unes avec les autres, et encore moins des rapports qui pourraient exister entre les Grecs et les barbares. En d'autres termes, ceux que n'unissent ni le sol, ni le sang, ni la loi ne peuvent connaître entre eux de justice au sens strict. Alors évidemment, on pourrait faire l'objection qu'ils sont néanmoins tous assujettis à une diquée, une justice cosmique ou divine. Sans doute, mais si les hommes s'inspirent de cette justice divine, c'est toujours pour instituer ou réparer le seul ordre qu'ils connaissent, à savoir celui de la cité. Une loi peut bien avoir un sens général, elle n'acquiert de pertinence juridique qu'à condition qu'une communauté déterminée la fasse sienne, et sans une telle adoption, manquerait le tout, dont la vie interne se trouverait affectée par le comportement injuste d'une de ses parties. Et donc, en l'absence d'organisation politique entre les cités ou entre les peuples, nous sommes en Grèce antique, il n'y a de justice qu'en un sens dérivé qui porte sur les conditions de la guerre légitime. Alors, ce n'est pas pour autant que les philosophes du IVe siècle avant Jésus-Christ n'auraient rien eu à dire sur les barbares et la conduite à adopter à leur égard. Quoique leurs observations soient rarement thématisées de façon explicite, elles éclairent d'un jour original la vieille opposition sophistique de la nature et de la convention. Sophistique au sens d'une opposition qui a été défendue et illustrée par le mouvement sophistique. Alors, entre Grecs et étrangers, notamment ces étrangers non grecs, c'est en effet une sorte d'état de nature que tous constatent. Mais cette nature est peu claire. Est-ce celle de l'affrontement aléatoire de puissance, d'intensité et de force variables, ou bien marque-t-elle des distinctions entre ces puissances, distinctions qui seraient suffisamment permanentes pour appuyer une hiérarchie et fonder, sinon un droit, du moins une prétention à la domination. De ce point de vue, une ligne de partage pourra être tracée entre Platon et Aristote, qui seront les deux points philosophes auxquels je m'intéresserai. Pour le premier, il y a bien naturalité de l'affrontement entre Grecs et barbares, mais il n'y a ni nature grecque, ni nature barbare. Du même coup, la guerre ne saurait exclure estime et considération pour l'étranger.
Pour le second, c'est au contraire la nature des barbares qui les destine à l'asservissement, l'inimitié désignant moins un mode de coexistence que le prélude à une conquête à visée impériale. Alors, je commencerai par examiner évidemment la position platonicienne, qui est une position fort complexe. Commençons par l'un des premiers dialogues rédigés par Platon, le Ménexème, qui a l'avantage de rapporter, sans détour aucun, je crois, les propos les plus brutaux, à ma connaissance. Isabelle confirme, que l'on puisse trouver dans la littérature grecque au sujet de la différence entre grecs et barbares. Ce pastiche d'oraisons funèbres révèle sous une lumière crue une certaine doxa de la cité à propos d'elle-même, la cité en question étant évidemment Athènes. En effet, les Athéniens prétendent se définir par la pureté de sang et l'autochtonie. Ce sont des gens bien nés, qui descendent d'ancêtres eux-mêmes issus de la terre, d'une terre natale. Ce ne sont pas des émigrés qui seraient venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils poursuivent cette tradition. Ils sont également nourris par la même terre, ils continuent de l'habiter, et ils ont toujours défendu la liberté et l'indépendance des Grecs. Alors, je résume évidemment ce que l'on trouve dans cet éloge funèbre qui est mis dans la bouche de Socrate. Mais évidemment, c'est une caricature du genre. Eux seuls, les Athéniens, n'ont jamais déserté ni trahi la cause de l'indépendance des Grecs, car une hostilité irréductible les oppose aux barbares, et c'est mon texte numéro 1, la haine pure à l'égard de la nature étrangère est constitutive de notre cité. Vous apprécierez. Voilà, la force du propos. Voilà ce que déclare Socrate pour le comte d'Aspasie, la compagne de Périclès, qui est supposée prendre la parole dans le Ménexème. Nulle métaphore ici. Platon fait indiquer par Socrate comment la distinction grecque-barbare s'utilise dans un discours d'autocélébration de la cité, mise au service d'une coupure d'essence entre citoyens et étrangers. Elle ancre dans une supposée homogénéité naturelle interne au peuple athénien, homogénéité qui est couplée à une différence de sang tout aussi naturelle avec les autres peuples. Donc elle ancre dans cette homogénéité l'égalité par la loi, qui définit son régime démocratique. En d'autres termes, une égalité par le sang est à la base d'une égalité par la loi. L'égalité d'origine dans l'ordre de la nature nous force, dans l'ordre de la loi, à rechercher l'égalité politique. Vous voyez comment un texte fortement, d'aspiration fortement démocratique, c'est l'idéal de l'égalité devant la loi, l'isonomia, qui est le grand idéal démocratique de l'Athènes du IVe siècle. Eh bien, cet idéal est lui-même articulé à un fondement naturel, qui est le fait que tous les Athéniens participent à la même nature, partagent le même sang. Platon, pourrait-on se demander, partage-t-il à son tour ce point de vue? Alors, c'est évidemment quelqu'un, vous le savez sans doute, qui méprise la démocratie et l'égalité arithmétique dont elle se réclame. Par conséquent, ce serait assez curieux que Platon adhère aux thèses des personnages qu'il met en scène dans ce dialogue. Je ne crois même pas qu'on puisse admettre que ce pourrait être pour lui une opinion de jeunesse. D'abord, ce n'est pas compatible avec la date de rédaction du Ménexème, qui est postérieure de 12 ans à l'exécution de Socrate. Donc c'est un dialogue qui a été écrit sinon dans la maturité de Platon, mais du moins à une période où il était en pleine possession de ses moyens. Et surtout, le principal argument, c'est que il convient de ne pas être dupe de la mimésis du récit, il faut par conséquent reconnaître dans ce texte véritablement une parodie d'un genre qui reprend tous les lieux communs de l'oraison funèbre pour les ridiculiser. Donc il faut lire ce texte, je crois, au deuxième degré, et il y a un certain nombre d'indices qui nous y invitent. Quand on regarde de près le texte, on s'aperçoit que Socrate
pratique une histoire totalement fallacieuse. Les gens qui l'écoutaient devaient savoir parfaitement que ce qu'il racontait était sans fondement. Par ailleurs, on sait aussi qu'il, dans cette tour stylistique, il imite le théâtre comique, qui est déjà lui-même fortement parodique à l'égard de l'horizon funèbre. Et puis, il y a évidemment un contraste entre l'éloge public qui est ici imité et la parole qui est authentiquement socratique, telle qu'on peut la définir à partir des autres dialogues. L'hommage aux morts est évidemment essentiel pour le peuple d'Athènes. Il célèbre un destin commun au moyen d'un discours stéréotypé dont les orateurs sont interchangeables, et le public toujours uniformément collectif. Alors que la conversation avec Socrate est toujours interrogative et personnelle, elle sollicite un examen de soi au nom d'une exigence de vérité dont n'a évidemment que faire la rhétorique funèbre que Platon décrit comme politique et bariolée. On peut aller plus loin et voir dans la structure même de l'argument qui est employé à propos de l'opposition grecque-barbare, on peut voir dans cette structure même de cet argument une forme d'ironie. Une forme d'ironie qui invite donc à le renverser pour en comprendre véritablement le sens. Bon, d'abord, il y a une contradiction dans la thèse exposée par Aspasie, en tout cas par Socrate parlant au nom d'Aspasie, enfin reproduisant les propos d'Aspasie. En effet, celle-ci avait attribué la générosité des Athéniens à l'égard, la générosité des Athéniens à l'égard des Lacédémoniens à la nécessité de préserver le commun. Ce commun qui unit la Grèce, et qui unit les Grecs, qui en font des gens d'une même race, et par contraste, la lutte contre les barbares doit être, elle, menée jusqu'à la destruction de ces derniers. Or, quand on regarde de très près le texte, l'autochtonie, c'est-à-dire l'idée que les gens sont nés de la terre, qui a été célébrée par Aspasie, par la même Aspasie un peu plus tôt, était en réalité dirigée contre ceux dont la présence sur le sol national était liée à une migration, était due à une migration. Donc, il y a une opposition entre les gens donc nés de la terre et ceux qui sont venus du dehors, et c'est une allusion aux invasions doriennes qui seraient à l'origine de Sparte. Donc, le discours de l'autochtonie peut fonctionner tantôt comme un cri de ralliement entre Spartiates et Athéniens, et tantôt, au contraire, comme une manière de tracer une frontière absolument assez infranchissable entre Athènes et Sparte. Bon. Alors, il y a d'autres équivoques dans le texte. Il y a, par exemple, l'idée d'une continuité naturelle entre ce qui est par nature et ce qui est par convention. Donc la nature se prolongerait spontanément par la convention. Toutefois, évidemment, Aspasie est obligé de reconnaître que il y a des variations entre les barbares. Certains sont barbares par nature tout en étant grecs par la loi. Ce sont les termes qu'elle emploie. Par exemple, les Thébains. Les Thébains parlent le grec, ont même certaines coutumes grecques, mais leur origine serait phénicienne. Et puis, à ces barbares qui le sont par nature tout en étant grecs par la loi, il y a des Grecs qui seraient authentiques, hellènes pures, sans alliage de sang barbare. Et on voit très bien qu'à partir du moment où elle opère cette distinction, eh bien, elle pourrait aboutir à une autre distinction en défaveur théorique des Athéniens, qui pourrait peut-être être bien des Grecs par nature, mais aussi qui pourraient être par ailleurs barbares par la loi. Alors cette conclusion, elle n'est pas tirée, mais elle est en quelque sorte sous-jacente à son discours, et ça fait ressembler de ce point de vue le discours de Socrate
en tout cas le discours d'Aspasie que Socrate rapporte, ça le fait ressembler à un autre discours très célèbre, un discours d'Antiphon, qui est un sophiste, hein, et qui, lui, déclarait, c'est mon texte numéro 3, hein, que tous, en tout, de la même manière, nous nous trouvons être naturellement barbares et grecs. Évidemment, une proposition de cette nature était assez choquante, hein, pour des oreilles qui se croyaient autochtones, hein, sauf à accepter, comme dans une certaine mesure le suggérait de façon contradictoire Aspasie, que la différence entre les cités et les nations est proprement politique, ne relève pas d'une physis, hein, qui, somme toute, dans l'ordre qui est le sien, fabrique tous les hommes de manière identique. Alors j'en viens maintenant à d'autres dialogues, deux autres dialogues, qui, si ma lecture est juste du Ménexème, devraient nous révéler finalement ce que pense, enfin, vraiment, Platon des barbares. Alors, regardons rapidement ce qu'il nous dit des barbares dans la République. Et là, Socrate ne parle pas pour un autre, il n'y a pas de volonté parodique de sa part, en tout cas de la part de Platon, incontestablement, et on peut raisonnablement, je pense, considérer que les propos tenus par Socrate reflètent assez fidèlement la pensée même de Platon. Évidemment, c'est toujours très difficile, quand on lit Platon, de savoir à qui attribuer les thèses qu'on est en train de lire. Alors, il y a évidemment quelque chose qui est remarquable, c'est qu'il y a une opposition entre Grecs et barbares. Elle est naturelle, cette opposition, d'après Socrate. En 470, il le dit en toutes lettres. Bon. Mais, comprenons, cette opposition ne découle pas ici d'une naissance, elle ne découle pas davantage du sang ou de la race. Les rapports entre cités et entre peuples s'organisent nécessairement en termes d'amitié et d'inimitié. Et c'est cette nécessité qui fait figure de nature. Alors, bien sûr, dans l'œuvre La République, Socrate précise que l'ennemi ne devrait en principe jamais être identifié à une autre cité grecque. Il y a une forme de panhellénisme qui se manifeste dans La République. L'ennemi doit plutôt s'incarner dans l'entité barbare. Alors on ne sait pas trop quel est son contour de cette entité, mais on peut présumer que Platon songe de préférence aux Perses. Alors il distingue d'ailleurs deux espèces, en tout cas Socrate dans cette œuvre distingue deux espèces de conflits, qui permet d'ailleurs, cette distinction permet d'établir des lois de la guerre qui sont elles-mêmes distinctes, et cette distinction permet de mettre également en regard deux formes d'altérité politique. L'une qui peut et devrait être surmontée, et l'autre qui est au contraire structurelle et permanente. Alors, d'un côté, vous avez la dissension, qui met aux prises des cités qui sont proches, qui sont apparentées, qui forment une communauté qui se trouve à présent divisée, mais qui est destinée à être réunie à elle-même dans la paix, qui a vocation en tout cas à retrouver cette unité, provisoirement brisée. Et puis de l'autre, vous avez la guerre proprement dite, qui fait s'affronter des peuples entre eux. Et ces peuples sont différents et étrangers. C'est cette guerre qui met aux prises les Grecs et les barbares. Là, l'hostilité, elle est définitive, elle est inhérente à la vie politique et aux relations internationales, même si elle peut être évidemment tempérée, voire reconfigurée par l'intelligence des dirigeants. Alors, ça, c'est quelque chose qui est constant dans la République. C'est une règle qui se manifeste notamment par, l'utilisation d'une métaphore que je vais raccourcir ici. J'y ai consacré un certain développement, mais ça serait peut-être trop long de s'y attarder. C'est la métaphore du chien. Le chien est... Vous savez ce que c'est que le chien? Le chien, c'est un animal de garde, c'est celui qui protège un territoire
et qui est à la fois doux avec les gens qu'il connaît et agressif avec ceux qu'il ne connaît pas. Et donc il se sert de cette distinction empirique pour montrer qu'on peut concilier deux attitudes apparemment contradictoires, une forme de douceur et une forme, disons, d'ardeur au combat pour lutter contre les étrangers. Donc deux attitudes différentes, et ces deux attitudes différentes peuvent communiquer dans une même personne, et elles doivent être cultivées, évidemment, par les citoyens de la cité idéale. Bon, alors, je ne vais pas m'attarder longuement dessus. Je vais montrer que si Platon pense évidemment qu'il y a le fait de la guerre, que la guerre ne pourra jamais être abolie à l'intérieur du monde humain, qu'il y a donc des oppositions structurelles qui se répètent, même si les puissances qui s'opposent et qui s'affrontent, elles peuvent changer. Eh bien, ça implique que le philosophe devra admettre, devra faire la guerre lui aussi. Il ne pourra pas, comme le chien, il ne pourra pas économiser l'affrontement à l'étranger. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va croire à la nature mauvaise ou inférieure de celui qu'il combat. Il l'affronte sans pour autant le détester. Alors c'est peut-être une possibilité purement théorique. Je vous laisse juge, mais en tout cas, c'est ce qui est évidemment impliqué par Platon. Et d'ailleurs, la preuve en est donnée que on peut parfaitement trouver, enfin, dans un autre dialogue, il y a une description tout à fait flatteuse du barbare, précisément en tant qu'ennemi. Précisément en tant qu'ennemi. Dans l'Alcibiade, vous avez toute une série de remarques qui traduisent, je crois, l'estime réelle qui pouvait être celle de Platon à l'égard des barbares, et en même temps la nécessité d'avoir des adversaires de valeur. Socrate explique à l'ambitieux Alcibiade que c'est précisément en se confrontant au grand roi, c'est-à-dire au roi des Perses, ou au roi de Lacédémone, et non pas au peuple d'Athènes, qu'il pourra trouver de dignes concurrents. Et il précise, s'il doit exister du mépris, c'est bien plutôt à l'égard des associés ou des subordonnés qu'à l'égard des ennemis affrontés. Le mépris, on le réserve aux amis. C'est une logique purement agonistique, où l'associé est toujours l'inférieur et le rival, l'égal ou le supérieur. C'est mon texte numéro 6. Alcibiade doit apprendre à tourner son regard vers ceux qui sont ses compétiteurs authentiques, au lieu, comme à présent, de les tourner vers ceux qui ne sont que ses associés dans cette compétition, à savoir ses concitoyens, associés sur lesquels il faut sans doute qu'il ait une supériorité assez grande pour qu'ils ne le prennent pas pour des compétiteurs, mais pour des associés accablés de son mépris, dans une compétition engagée contre les ennemis. Or, les ennemis traditionnels d'Athènes sont les Lacédémoniens ou le grand roi. Contrairement à la République, qui se fait l'écho d'un certain panhellénisme, je vous l'ai dit, qui fait droit donc à des considérations de politique internationale, ici les deux puissances rivales d'Athènes, l'une étant pleinement étrangère, l'autre non, eh bien, sont mises sur un pied d'égalité. Et comme il ne s'agit pas de savoir avec qui il est plus commode de conclure des alliances, mais bien plutôt de savoir avec qui il est plus grand de s'affronter, le barbare peut être autant considéré que le grec, et même davantage. Générosité aristocratique, qui va se déployer tout le long d'un vaste panégyrique des Achéménides. Mais avant de même de faire l'éloge des Perses, de leur ascendance et de leur éducation, Socrate introduit un thème qui est très connu, qui est bien connu de ses lecteurs, un thème de son éthique, qu'il combine heureusement, je crois, avec l'éthos aristocratique dont il voudrait qu'Alcibiade s'inspirât, au lieu de céder aux sirènes démocratiques. Ce thème, c'est le suivant, c'est le souci de soi. Plus on prend, je dirais, plus on prend au sérieux ses ennemis, et mieux on prend souci de soi. Un des mots d'Alcibiade, c'est un des mots qui loge dans son âme, sans s'en rendre compte. C'est précisément
la mauvaise opinion en laquelle il tient ses adversaires barbares. Voilà qui le dispense de tout effort pour s'élever à l'excellence et à la vertu. Et en plus, cette opinion, elle est manifestement fausse quand elle est appliquée aux grands rois et aux lacédémoniens. Alors, les lacédémoniens l'emportent très largement en noblesse, en éducation, en richesse, et même en savoir. Mais sur ce dernier point, Socrate fait justement une différence entre le grand roi et les lacédémoniens. Certes, les lacédémoniens font preuve de discipline, de courage, d'orgueil. Ils ont aussi le goût des honneurs et de l'argent. Mais les seuls à véritablement cultiver le savoir, ce sont les barbares. Socrate leur reconnaît une riche tradition intellectuelle, celle des mages et des Zoroastres. C'est le seul moment dans l'œuvre de Platon. Il n'y a pas beaucoup d'autres traces dans la littérature grecque où on mentionne Zoroastre. C'est donc une telle reconnaissance de la part de Socrate, et il admet que les Perses sont très avancés sur le plan de la théologie et de la science royale, épistémé basilique. Alors c'est amusant parce que c'est ce même terme que plus tard un autre personnage de Platon reprendra, l'étrange Védélé, quand il devra faire une analyse de la science politique. Il appellera la science politique épistémé basiliqué, reprenant donc le terme même par lequel Socrate est désigné le savoir ou la science du grand roi. Et le point culminant de l'admonestation socratique à Alcibiade tient dans l'évocation de la reine-mère, la femme du grand roi, qui serait fort surprise par l'outrecuidance d'un Alcibiade, prétendant se mesurer avec son fils tout en négligeant les sciences et l'étude. Socrate souligne cette honte que ce soit, texte numéro 7, les femmes de nos ennemis qui jugent mieux que nous nous jugeons nous-mêmes sur notre propre compte ce qu'il nous faut être pour entreprendre quelque chose contre eux. Alors, on dira sans doute qu'il y a là un excès rhétorique auquel se laisse emporter Socrate dans son attaque amoureuse du séduisant Alcibiade. Il ne faut jamais oublier que, évidemment, la parole de Socrate est toujours une parole en situation. Il parle à des jeunes gens et Eros est toujours à proximité. Bon. Mais il y a quand même dans l'exposé qu'il vient de faire un point qui est absolument incontestable. Reprenant la généalogie dont Alcibiade est très fier, il souligne combien celle-ci est mesquine par rapport à celle des Lacédémoniens et des Perses, les rois des deux peuples. Ne descendent-ils pas les uns d'Héraclès, les autres d'Achéménès? Et ces deux héros n'ont-ils pas une généalogie commune qui remonte à Persée, fils de Zeus? Alors il est vrai que finalement tout le monde descend de Zeus, quand on y réfléchit bien, parce que la lignée d'Alcibiade, par l'intermédiaire de Rhizacès, elle aussi peut prétendre à une origine divine, tandis que même celle de Socrate peut se réclamer de Zeus par l'intermédiaire de Dédale. Mais il y a quand même une différence, c'est que les rois de Lacédémone n'ont cessé de l'être de père en fils, depuis la souche primitive. C'est également le cas des rois de Perse. Les Athéniens, Socrate et Alcibiade, eux, n'ont pas su maintenir la grandeur de leur lignée, et on peut dire que maintenant ils sont d'extraction un petit peu plus bourgeoise. Bon. Alors, Socrate d'ailleurs note que chez les Spartiates, la pureté du sang royal est de la responsabilité des efforts, qui contrôlent étroitement la conduite des femmes. Bon. Il remarque aussi que chez le grand roi, en Perse, eh bien, la pureté du sang royal repose tout simplement sur la crainte qu'inspire leur essence supérieure. Crainte qui fait que nul n'ose s'approcher de l'épouse ou des épouses du grand roi. Et donc, vous voyez, Socrate se plaît à jouer avec les généalogies, qu'il recompose à sa fantaisie, c'est là son habitude, et c'est pour lui l'occasion de souligner que barbares et grecs ont tous une même ascendance, en tout cas
peuvent, au même titre, prétendre à une ascendance divine et héroïque, et surtout il souligne que les barbares savent s'y prendre d'une façon un petit peu plus subtile pour s'assurer de la vertu de leur femme. Alors, est-ce que ce que Socrate maintenant fait dire plaisamment au mythe, il peut le reprendre fondamentalement à son compte, philosophiquement à son compte, sans s'inspirer donc de ces généalogies évidemment fantaisistes. Alors, oui, il le fait dans le Théétète. Dans le Théétète, il fait le portrait du philosophe, personnage détaché des passions politiques et des enjeux de court terme. Et donc c'est un être qui est capable d'embrasser de vastes perspectives, et son horizon temporel, évidemment, déborde de la génération présente et celles qui l'ont précédée. Et c'est pourquoi, au fond, il ne faut pas prendre au sérieux les généalogies dont les uns ou les autres se gargarisent. C'est le texte 8 que je vous ai mis dans mon exemplier. Alors, parmi les ascendants de tous les interlocuteurs se trouvent inévitablement des riches et des mendiants, des rois et des esclaves, des barbares et des Grecs. L'idée même qu'il y ait un lignage ou une race à part ne résiste tout simplement pas à la croissance potentiellement géométrique du nombre des ancêtres. Donc forcément, ces ancêtres, à un moment donné, ces lignes se sont entrecroisées. Alors, la dialectique, la science dialectique montre exactement la même chose que le calcul. Je passe cette fois-ci à un autre dialogue qui s'appelle le politique. Alors le politique, c'est un dialogue où on fait beaucoup de divisions. On essaie de définir un terme en divisant le genre à l'intérieur duquel ce terme est situé, et on divise ce genre en espèces jusqu'à obtenir l'identité recherchée. Et vous avez donc une réflexion sur la manière de bien diviser, de bien découper, pour aboutir à la différence qui sera caractéristique de l'identité de l'être en question. Alors, vouloir diviser, et donc, excusez-moi, il y a un problème, c'est qu'on fait parfois des mauvaises divisions. Et le politique va donner quelques exemples de mauvaises divisions. Et c'est mon texte numéro 9. Voulant diviser en deux le genre humain, prenant d'abord à part le genre hellène, comme une unité distincte de tout le reste, la plupart des gens d'ici mettent en bloc toutes les autres races, alors qu'elles sont une infinité, qui ne se mêlent ni ne s'entendent entre elles, et parce qu'ils les qualifient du nom unique de barbares, s'imaginant ainsi qu'elle les appelait, ou s'imaginent ainsi qu'elle les appelait d'un seul nom, ils en ont fait un seul genre. La division serait mieux faite, je crois qu'elle suivrait mieux les formes spécifiques, serait plus dichotomique, si partageant les nombres en pair ou en impair, on partageait de même le genre humain en mâle et femelle, et si l'on ne se décidait à détacher et à dresser en face de tout le reste les Lydiens, les Phrygiens ou autres unités, que lorsqu'il ne serait plus possible d'obtenir une division dont chaque terme fût à la fois genre et partie. Alors c'est un texte redoutable, très redoutable. Je vais vous épargner la longue analyse que j'en ai faite, et je vais vous donner uniquement les conclusions auxquelles je suis arrivé, mais qui, je crois, sont assez facilement lisibles à partir du texte lui-même. Alors, vous voyez qu'il y a une première contestation qui tient à ce que on ne peut pas considérer qu'il y a un genre barbare parce que le terme rassemble des choses extraordinairement différentes. Bon, ça c'est un premier point. On pourrait penser que dans le deuxième point, la deuxième partie du texte, celle qui succède au crochet, qui est au milieu du texte, on pourrait néanmoins opposer un peuple au reste, lorsque finalement on serait dans l'incapacité d'identifier des genres. Donc, n'arrivant plus à mettre au jour des genres, on peut
faute de mieux, hein, se livrer à des oppositions de ce genre, les Phrygiens d'un côté, puis tous les autres de l'autre. Bon. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de mettre d'un côté les Grecs et de l'autre tous les autres. Il s'agit forcément, dans le terme positif, hein, d'un peuple barbare. Il y a un renversement ici subtil opéré par Platon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait dire, après tout, ce qu'il remet aussi en cause, c'est le principe d'une division en A non A. En fait, Platon utilise à de multiples reprises la division en A non A, elle est parfaitement légitime à ses yeux. Non A peut être un véritable caractère, et donc on pourrait parfaitement imaginer que non grec soit un véritable caractère. Et s'il refuse fondamentalement la division entre grec et non grec, sur un plan logique et épistémologique, c'est d'abord et avant tout parce que le terme grec n'a pas de contenu. Donc le terme non grec ne peut pas en avoir. Hein. Ce qui fait que la division en A, non A, cette fois-ci n'est pas pertinente, c'est pas en raison du non A, c'est en raison du A que l'on nie. Il faut que le A que l'on nie ait une identité suffisante pour que le non A en reçoive du même coup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'identité suffisante, hein, pour parler d'un genre grec, hein, d'un génos grec. Il n'y a pas un eidos de l'agressité. Hein. Un eidos vers une forme déterminante de l'agressité. Bon, alors, c'est un résultat évidemment très important. Je mentionne que c'est l'élaboration dialectique d'une remarque que Thucydide avait pour sa part faite dans l'archéologie. Hein. Dans l'archéologie, c'est-à-dire le tout début, hein, de la guerre du Péloponnèse. Thucydide avait constaté que jamais Homère n'avait pu utiliser le vocable barbare, hein, pour désigner les non-grecs. Tout simplement parce que, disait-il, les Grecs n'avaient pas de terme pour se désigner eux-mêmes, hein, autrement que par métonymie. Bon. Et donc, la remarque de Thucydide, elle est linguistique, et Platon, évidemment, pourrait-on dire, transpose sur le plan dialectique et ontologique la remarque de Thucydide. Hein. Si Thucydide souligne que l'absence du substantif, hein, oidenes, dont la plus ancienne attestation comme nom des Grecs en général remonte à une inscription datant de 586 avant Jésus-Christ, empêche sur un plan strictement linguistique le vocable barbaroi d'avoir signifié la négation d'un terme inexistant. Hein, barbaroi ne peut pas vouloir dire non grec, puisque le terme grec n'existait pas. Hein. Platon poursuit le raisonnement en suggérant que la présence nouvellement acquise, hein, du terme oielenes, évidemment, au temps de Platon, le terme est disponible, hein, pas plus d'ailleurs que celle du terme barbaroi, ne garantissent à elle seule l'unité réelle du référent. Hein. Surtout, Platon ajoute que si l'on entend par barbare ce qui n'est pas hellène, cette construction a toute chance d'être sémantiquement vide, de n'identifier aucun génos, aucun genre authentique, dès lors que la division en A non A s'avère inopérante, faute pour A, en l'occurrence l'agressité ou l'hellénité, hein, de constituer par lui-même une forme ou une espèce possédant en soi son identité. Donc la négation de l'hellénité n'est pas une vraie négation, elle ne permet pas de déterminer négativement quoi que ce soit, car il n'y a pas de physis, de nature, dont la négation énoncerait l'autre. Alors, très bien, voilà que Platon n'est pas raciste, n'est pas ethnocentrique, tout le monde est content, c'est un Platon politiquement correct. Ça fait évidemment plaisir à celui qui est payé par l'État pour travailler sur lui. Alors, maintenant, il faut un peu nuancer. Il faut nuancer parce que, évidemment, on a vu la place qu'il accordait à la guerre, on a vu sa morale de seigneur, qui résonne un peu rudement à nos oreilles contemporaines, et il faut aussi nuancer parce que il y a la question de l'esclavage, hein, qui est une question évidemment
importante, et on sait très bien que la guerre, c'est forcément des vainqueurs et des vaincus, et pour les vaincus, on sait bien que l'Antiquité leur réservait comme sort l'esclavage. Alors, je vais être très bref sur la question de l'esclavage chez Platon et dans son rapport à la barbarie. Il y a deux grands textes là-dessus. Le premier, c'est la République. C'est un texte tout à fait négatif parce qu'il n'y a pas d'esclaves dans la République. Je suis catégorique, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des esclaves. Moi, je suis catégorique, je dis non, il n'y en a pas. Bon, je vais vous épargner la démonstration, mais en substance, il n'y a pas d'esclaves dans la République, tout simplement dans le dialogue de la République, tout simplement parce que c'est une cité qui est décrite dans ce dialogue et qui est organisée sur un principe fonctionnel. Sur un principe fonctionnel, et les gens qui font partie de la cité remplissent tous une fonction. Certains sont là pour la défendre, d'autres pour la nourrir, des troisièmes pour la diriger, d'autres encore pour la diriger. Un esclave, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a pas de fonction déterminée. De sorte qu'il n'y a pas, dans le schéma fonctionnaliste de la République, place pour l'esclavage. Ce qui explique que Platon n'en fasse pas état. Parce qu'on dit, oui, certes, il n'en parle pas, mais après tout, rien n'interdirait que... Non, son silence est significatif. S'il ne parle pas d'esclaves, c'est qu'il n'y a pas de place pour les esclaves dans l'architecture politique et économique de la République. En revanche, il y a des esclaves dans les lois. Les lois dressent aussi le portrait d'une autre cité idéale. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent de ce qui se passe dans la République, parce que là, la cité idéale, c'est une cité, disons, de paysans citoyens, au sens où chacun a son lot. Hein, chacun a son lot, alors que, comme vous le savez peut-être, dans la République, il y a une forme de communisme. Hein, des biens et des femmes, hein, abolition de la famille chez Platon dans la République. Bon, évidemment, on n'est pas du tout dans cette configuration dans les lois. Il y a restauration de la famille, restauration en partie de la propriété privée, mais c'est une propriété privée inaliénable, c'est-à-dire que nul ne peut vendre le bien, la terre qu'il possède. Et évidemment, le citoyen possède la terre, mais en réalité ne la cultive pas parce qu'il est pris à plein temps par son métier de politique, de citoyen. Et donc, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui cultivent la terre pour lui, et il y a évidemment des esclaves. Bon. Donc, Platon, évidemment, mentionne la présence de ces esclaves. Je ne rentre pas dans les détails des textes, mais Platon ne considère en aucune manière qu'il y a des esclaves par nature. En revanche, Platon examine la possibilité de recruter des esclaves qui soient barbares. Il y voit des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages qu'il y voit, c'est que si vous avez des esclaves qui sont barbares, eh bien vous évitez les révoltes serviles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Ils parlent des langues étrangères, et donc vous rendez impossible l'alliance, le complot, et donc la révolte. Donc il y a une certaine utilité de l'esclave barbare. Maintenant, il y a un inconvénient, c'est qu'un esclave qui ne comprend pas le grec, et qui ne comprend pas non plus ses camarades, c'est un esclave un peu moins efficace. Donc voilà, c'est gênant. Dans les lois, on hésite. Est-ce qu'il faut prendre un esclave d'origine grecque qui pourra comprendre son maître et qui pourra donc exécuter correctement le travail? Mais c'est un inconvénient parce que s'il parle grec, évidemment, il pourra s'associer à d'autres qui parleront également grec, et puis il pourra se sentir l'égal de son maître, et donc il pourrait y avoir une révolte. Alors Platon hésite, et puis finalement ce qu'il recommande, c'est d'être très laconique. Parce qu'il faut éviter en quelque sorte deux écueils, pourrait-on dire. C'est l'injustice qui est en elle-même un problème, une source de sédition, inévitablement, mais il faut aussi éviter la parité dans la discussion parce que ça conduit les individus à l'égalisation des conditions. Donc il se tient, disons, sur une ligne de crête entre ces deux interdits, pourrait-on dire. Alors, j'en viens maintenant, si vous voulez, après cette description, 10 minutes. Bon, je voudrais quand même dire
ma deuxième partie, il me reste que 10 minutes, c'est Aristote. Et Aristote, comme vous le savez, lui, c'est l'esclave par nature. C'est l'esclavage par nature. Mais ce qui est intéressant chez Aristote, c'est que cette théorie de l'esclavage par nature, je ne vais pas la refaire, vous y avez sans doute entendu parler, mais ce qui m'intéresse, c'est que Aristote va beaucoup plus loin que l'esclavage par nature, et il détermine qui sont ceux qui par nature doivent être des esclaves. Et j'aimerais vous montrer rapidement qu'il a un candidat, des candidats, pour être des esclaves par nature. Et ces candidats, évidemment, ce sont les barbares. Bon, alors, les barbares, évidemment, ce sont des hommes, pour Aristote, incontestablement, ce sont des hommes. Il nie pas le fait que les barbares participent à l'humanité, comme l'esclave d'ailleurs. Je maintiens pour l'instant les deux distincts l'un de l'autre, mais c'est uniquement sur un plan formel. Tous les deux d'ailleurs possèdent aussi la raison, mais de manière dérivée. Alors, l'esclave possède la raison, disons, dans la mesure où il l'aperçoit chez les autres, et qu'il est capable de la suivre, en principe. C'est le portrait, c'est l'idéal type de l'esclave que je suis en train de faire. Et le barbare, lui aussi dispose du logos, mais chez lui, ce logos est dans l'incapacité de s'élever à une fonction hégémonique, de direction de la conduite. Alors, il y a bien sûr une capacité à penser, à comprendre, mais il y a une incapacité une incapacité constitutive à diriger. C'est le rôle pratique, la capacité de l'intellect à déterminer la proie hérésis, le choix, qui chez lui fait défaut. Et cela pour une raison simple, c'est qu'il y a une sorte de nature sauvage et bestiale chez le barbare qui étouffe la raison. Bon. Tendance à l'emportement, qui fait que toutes les vertus ont du mal à s'implémenter dans le naturel barbare, et il va même jusqu'à dire que on observe un trait particulier chez les barbares, c'est leur célérité avec laquelle ils coupent les têtes. C'est la manifestation de leur emportement. Donc, vous voyez pourquoi, c'est mon texte numéro 13, pour Aristote, comme pour Euripide, aux barbares, l'Hellène a le droit de commander. Je corrige une traduction qui, à mon avis, fautive. Vous trouvez sous la plume d'Aristote une phrase que l'on rend de la manière suivante, comme si barbare et esclave, c'était par nature la même chose. Je pense que le grec doit conduire à lire plutôt, en tant que barbare et esclave, c'est par nature la même chose. C'est-à-dire la justification de la proposition d'Euripide, c'est celle-ci. C'est que c'est pas un comme si, c'est précisément en tant que barbare et esclave, c'est la même chose. Alors, on voit dans la description, par exemple, de la cité idéale au livre 7 des Politiques, parce que Aristote, au livre 7, se livre aussi à cet exercice d'imaginer ce que serait une cité idéale, et là aussi, il décrit comment il faut aller choisir un certain nombre d'esclaves, les prendre de préférence, évidemment, barbares, et là encore, un des arguments qu'il a à l'esprit, c'est que s'ils sont allophones, c'est quand même avantageux, car ça permettra d'éviter les complots. Alors, deux mots sur la question de l'esclave et du barbare, pour aller un peu plus loin. Il y a quand même quelque chose de troublant chez Aristote, c'est qu'alors même qu'il décrit une sorte de tendance dans la nature de l'esclave à le rendre inférieur naturellement à son maître, Aristote refuse cependant de faire, je dirais, de la guerre, ce qu'elle aurait dû être, à savoir le critère de distinction.
véritable entre ceux qui sont par nature appelés à être des maîtres et ceux qui sont par nature à être appelés des esclaves, être appelés à devenir des esclaves. C'est par exemple ce critère que Platon lui-même, c'est le texte numéro 16, met en avant dans la République. Hein. Quant à celui qui est tombé vivant aux mains de l'ennemi, ne faut-il pas en faire don à ceux qui l'ont pris pour qu'ils usent de leur prise comme il pourra leur plaire, hein. Et c'est évidemment le propos d'Héraclite. Hein. La guerre est père de toutes choses. C'est la guerre qui a montré que les uns sont des dieux, les autres des hommes. C'est aussi la guerre qui a fait les uns les hommes libres, les autres des esclaves. Alors pourquoi est-ce qu'Aristote refuse ce critère, qui est pourtant un critère partagé par un grand nombre de Grecs, et puis qui tombe un peu sous le sens, enfin je veux dire, dans le monde hellénique. Pourquoi est-ce qu'il le refuse? Parce que, évidemment, l'hérédité n'est pas toujours fiable. Hein. Il y a des ratés. La nature n'est pas parfaite dans ce bas monde, et donc les tendances sont des tendances, et elles tolèrent un certain nombre d'exceptions. Et puis, c'est assez gênant de savoir que certains ont pu être réduits en esclavage parmi la corporation des philosophes. La légende veut que Platon ait lui-même été réduit en esclavage. Donc, je dirais que c'est un problème pour Aristote, et il admet que parfois il y ait des âmes d'hommes libres dans des corps serviles, et réciproquement. Bon, alors, je vais juste quelques mots pour conclure, 3 minutes, juste pour dire que il y a toute une réflexion chez Aristote sur les régions, les diverses régions du monde, les divers climats qui produisent des peuples avec des tempéraments différents. Et que ces tempéraments différents, empêchent ces peuples de connaître véritablement la liberté. Hein. Alors, pour des raisons différentes, hein, il y a une différence fondamentale entre l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire tout ce qui est situé évidemment à l'occident de la Grèce, et le monde perse. Hein. Les Européens sont extrêmement vigoureux et tempétueux, et ils ne peuvent pas être disciplinés par leurs propres raisons. Les Asiatiques, eux, pour leur part, sont plus disciplinés, mais sont plus aussi, disons, efféminés. Et par conséquent, ils manquent pour le coup de virilité. Bon, bref. Seuls les Grecs bénéficient d'une position tempérée qui leur permet justement de développer la liberté. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Platon n'a pas d'objection de principe à la présence d'esclaves barbares dans la cité des lois. Hein. Il ne discute cette présence que sous l'angle de l'opportunité. Aristote, plus radical, il lie étroitement barbarie et esclavage, décelant dans le premier le naturel qui appelle le second. Bon. Il y a un facteur qui a incontestablement pesé dans l'histoire, c'est le fait macédonien. Philippe et Alexandre furent, comme vous le savez, des proches d'Aristote. Platon n'ayant, pour sa part, de relations contrariées d'ailleurs qu'avec des tyrans de moindre envergure. Et le contexte inédit, je crois, d'une politique impérialiste, à mon avis, ne fut pas sans incidence sur la réflexion à propos des barbares. Une conséquence qu'un prince ambitieux pouvait tirer des thèses aristotéliciennes est la suivante. La soumission de tous les barbares par les Grecs et leur asservissement consécutif est une entreprise entièrement justifiée dans la mesure où, dans son ensemble, la nature se trouverait ainsi restaurée dans sa hiérarchie propre. Laisser les barbares libres, c'est à l'inverse consentir à une situation dans son ensemble contre-naturelle. Alors, cette déduction, absolument impossible dans la pensée platonicienne, Aristote n'a pas laissé à son lecteur prestigieux, qu'aurait pu être Alexandre, on ne sait pas, hein, le soin de la tirer, il le fait pour lui. Hein. Sous une forme restrictive, en politique 7, hein, il est absurde d'aspirer à un despotisme pour les autres et non pour soi, sauf dans les cas où c'est par nature que des gens doivent être gouvernés despotiquement, alors que d'autres ne le doivent pas, de sorte que s'il en est ainsi, il ne faut pas se proposer de dominer despotiquement tous les hommes, mais seulement ceux qui doivent être dominés. Vérité analytique, doivent être dominés ceux qui méritent de l'être. Mais vous voyez qu'il pose le principe d'un despotisme légitime. Il ne suffit plus que de trouver les termes de son application. Quels sont-ils, ces termes?
il ne le dit pas explicitement, mais un peu plus loin, dans une claire antithèse avec les barbares d'Europe, qui sont inorganisés politiquement et incapables de s'imposer à leurs voisins, Aristote souligne que les Grecs, jouissant des meilleures institutions politiques, sont seuls capables de commander à tous les peuples, pour peu qu'ils arrivent à une organisation politique unique. Peut-être est-il contradiction, tension entre l'unification des Grecs en une seule entité politique et le maintien de la liberté en son sein. Ça, c'est un autre problème. Mais ce passage fait clairement allusion aux entreprises de Philippe, puis d'Alexandre. Il indique la voie à suivre après Chéronée, cette fameuse bataille où la démocratie grecque d'Athènes cesse. Bon. L'empire ne peut être que grec. Cette possibilité devient même un devoir à l'égard de populations incapables de se gouverner elles-mêmes. Alors, dans un dialogue d'Aristote qui s'appelle l'Alexandre, qu'on a perdu, mais dont il nous reste quelques fragments, et qui est le dernier, semble-t-il, qu'il est écrit, le maître recommande à l'élève de traiter les Grecs en chef d'armée. Le maître, c'est évidemment Aristote, l'élève, c'est évidemment Alexandre. Traiter les Grecs en chef d'armée, les barbares en maîtres d'esclaves, prenant soin des premiers comme d'amis et de proches, et se servant des autres comme on fait d'animaux et de végétaux. Alexandre, vous le savez, ne l'écouta qu'à moitié. Il conquit l'Asie, mais favorisa le syncrétisme, pratiqua le mariage mixte, exigea de tous ses sujets, grecs comme barbares, la prosternation et les honneurs divins. Pour la première fois dans l'histoire, mais sans doute pas pour la dernière, l'empire réalisé dispensa de croire en la barbarie. Je vous remercie. Merci beaucoup Fulcran pour cette première conférence extrêmement riche. Enfin, on a énormément de questions à te poser. Alors, comme toujours, et c'est malheureusement mon rôle ingrat, ma femme est là, elle me dit voilà, tu n'es bon qu'à faire ça, minuter les gens. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Ou est-ce que vous avez peu ou pas de questions? Vous êtes intimidé, hein. Je vous rassure, moi aussi. Il y a de quoi? Moi, je redécouvre à chaque fois Platon quand Aristote aussi, mais quand j'écoute Fulcran. Est-ce que vous auriez des questions? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée de Lévi-Strauss qu'on appelle barbare, finalement, c'est simplement celui qui ne parle pas le langage des Grecs? Et donc, ce ne serait pas tellement péjoratif à ce moment-là. Le barbare, ce serait celui qui ne parle pas notre langue. Et on pourrait respecter quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Si je suis platonicien, oui. Je veux dire par là qu'à mes yeux, Platon est précisément dans cette position-là. Oui, il me semble. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui faire la guerre. Hein. C'est autre chose. Ce qui est intéressant dans l'exposé, c'est la distinction ennemi-barbare. Ouais. Un ennemi peut être grec. Un ennemi peut être grec. Il était généralement. Mais il peut être aussi barbare. Et un barbare peut être à la limite non ennemi pendant une période donnée. Ou... Ben, après, historiquement, il y a quand même l'antagonisme grec-perse, historiquement, qui pèse. Ça fait, ça fait un siècle et demi que c'est à l'horizon. Donc ça, on ne peut pas en faire l'économie. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on sait qu'on va devoir se battre contre les Grecs, contre les barbares, contre les Perses en particulier, qu'on va considérer que ces Perses, ils sont nuls, ou ils n'ont rien à nous dire, ils n'appartiennent pas à l'humanité, etc. En plus, la civilisation perse était finalement largement exactement, plus c'est ce que je élevée disais. que celle des Grecs, au niveau militaire. On peut en discuter, mais au niveau architectural. En tout cas, Platon évoque avec faveur la figure de Zoroastre, par exemple. Bon, puis je n'ai pas parlé de l'Égypte. On pourrait faire tout un exposé sur l'Égypte. Mais Platon et l'Égypte, c'est une bibliothèque. Voilà. Il les considère comme barbares, les Égyptiens? Ben non, alors, ils pourraient faire partie du monde barbare, mais ce sont en un sens des maîtres. Et Homère était égyptien. Et puis alors, l'étymologie, mais c'est toi qui vas la discuter, mais l'étymologie selon laquelle, qu'on trouve très, très tardivement, c'est quoi? C'est au IIe siècle? C'est qui Au 1er siècle. C'est au 1er siècle, voilà. L'étymologie de notre ère. Voilà, selon laquelle barbare voudrait dire ne parle pas grec, ou ne parle pas du tout, n'aimait que des borborigmes. Cette étymologie-là, elle est tardive et elle est contestable, sur le plan strictement de la philologie.
Mais voilà. Je ne dis pas tout ce que je mais vais voilà, dire. voilà. Déjà, je suis très impressionnée. Donc, je pense qu'on va passer à la deuxième conférence, parce que je pense que ce sera probablement assez complémentaire Oui, je crois. sur cette mise en crise des termes de barbares.